Alors, est-ce que tu m'avais dit que je hochais trop la tête? Ça s'est amélioré après? Tu veux le reprendre, ce que tu disais quand on s'est arrêté? Mais là, on parlait, quand on s'est arrêté, d'une éventuelle exposition. Ce serait Voilà. une autre façon d'imaginer une dernière salle. Vous disiez que ce serait intéressant de faire une exposition à partir des textes de Freud, les connaissances de l'art de Freud. Ça nous permettrait quoi, à votre avis, comme mise en cause si on faisait une telle exposition? Alors, est-ce que ça ne permettrait pas de reprendre la question sous l'angle du symptôme? C'est-à-dire? Alors, en amont, on peut imaginer comment, avec l'hystérie, les corps chez Charcot sont des corps pathétiques qui produisent ce qu'on pourrait appeler l'illogique de la passion sexuelle. Pas l'illogisme, l'illogique de la passion sexuelle. C'est-à-dire, la passion sexuelle, elle n'est pas nommée comme telle chez Charcot, mais la place que joue le tableau dans la description du symptôme, dans la nomination et la description du symptôme, va certainement jouer un grand rôle chez Freud dans la perception qu'il a de l'hystérique. Et l'hystérique, qui est une forme, le corps de l'hystérique qui est une forme de production en soi du symptôme sexuel, corps qui sont des corps tordus, qui sont des corps noués, qui sont des corps plastiquement évocateurs d'une scène sexuelle que l'on ne voit pas. Ça, c'est dans la continuité de Charcot, mais ce n'est déjà plus Charcot, c'est déjà Freud. Et c'est déjà Freud avec, je crois, la façon dont se dégage dans le début de la psychanalyse, la façon dont se dégage le pouvoir de l'image. C'est pour ça qu'il y a au fond une grande oubliée dans la psychanalyse, c'est l'image. Elle est présente, pourrait-on dire, mais Freud ne fait pas de théorie de l'image. Il fait une théorie du symptôme. Il produit une théorie du symptôme. Oui.
Mais Alors, dans l'interprétation des rêves, il s'exprime au travers d'images, de symboles. oui, oui, surtout d'images, plus que d'images symbolisantes. Oui. Alors, ce sont simplement, je crois, par exemple dans le rêve de l'injection faite à Irma, où il décrit, n'est-ce pas, le corps d'Irma, la souffrance d'Irma, et l'auscultation par les médecins qui sont là, impuissants. Alors là, c'est pour le coup, n'est-ce pas, comme dit Lacan, n'est-ce pas, ce rêve est un rêve princeps, puisque c'est le rêve de l'éclatement chez Freud de toutes les identifications. Il ne peut pas être celui qui, parmi les thérapeutes, serait un thérapeute de plus. Il y a là la formule, n'est-ce pas, de la diméthylamine, la formule écrite en caractère gras, qui est la solution, la Lösung, n'est-ce pas? C'est la solution de l'analyse, qui donne à représenter la formule chimique de la substance sexuelle. Donc on va à ce moment-là vers une qualification de l'image qui n'est plus simplement l'image dramatique, pathétique, n'est-ce pas, telle qu'elle est vécue par le rêveur. Et là, on peut dire qu'il y a une évolution dans la trame d'Eutung, une évolution du statut de l'image. D'accord. Comme si d'ailleurs l'interprétation des rêves était la mise en puissance d'un travail de deuil. D'accord. Et donc vous disiez tout à l'heure, c'est une grande absente dans l'histoire de la psychanalyse, l'image. Oui, parce que cela ne tient pas compte suffisamment de ce, on pourrait dire, du devenir image de ce qui est dans un récit de patient, du devenir image chez l'analyste. Si j'écoute un rêve, dans ma place d'analyste, ce rêve doit avoir le pouvoir de me déformer. Oui. C'est-à-dire de faire en sorte que, quelles que soient les images du rêve, le rêve va apprendre à mon écoute à voir autrement. Mais faut-il à ce moment-là que l'image, en un certain sens, produite par les scènes du rêve, et pas seulement par les scènes, mais par la voix qui raconte le rêve, par ce que Binswanger appelait la stylistique du rêve, n'est-ce pas, les mouvements dans le rêve, toutes les indications spatiales, le haut, le bas, n'est-ce pas, tout cela, n'est-ce pas, étant d'un certain sens produit en quelque sorte une plasticité psychique chez l'analyste. C'est l'analyste qui doit devenir hystérique à ce moment-là, pour pouvoir écouter. Alors, je ne sais pas si on ne s'éloigne pas, mais on ne s'éloigne pas tellement de notre sujet, parce que je pense en effet qu'il arrive souvent que dans la parole du patient, il y a une violence inouïe
qui n'est pas nécessairement vécue par lui comme une violence, n'est-ce pas? Mais qui va devenir une violence, Oui. et pour celui qui écoute. Oui. Et en particulier, il peut y avoir, n'est-ce pas? Enfin, je pense pas qu'il faudra le mettre dans le film. Enfin, on verra ça. Hein. Je pense à une femme dont je me suis occupé pendant 15 ans. Le premier jour où elle est venue me voir parce qu'elle voulait une psychothérapie, parce qu'elle était atteinte d'un cancer, et elle pensait qu'elle allait mourir, donc elle voulait une psychothérapie pour l'aider à mourir, n'est-ce pas? Ça, oui. Et je lui ai dit que c'était non, que c'était une analyse. Et à un certain moment où, alors que cette femme n'avait jamais pu parler de sa sexualité tout au cours de son cancer, elle avait une espèce de... Enfin, c'était une femme homosexuelle qui ne pouvait absolument pas parler de sa sexualité, qui n'avait peut-être pas à en parler. À un certain moment, s'est déclenché dans les rêves, après les opérations faites sur les seins, donc lui enlevant les seins, et tout un ensemble d'opérations qu'elle subissait, quelque chose d'horrible à entendre, n'est-ce pas, pour l'analyste, puisqu'elle décrivait, n'est-ce pas, comment était devenu son corps. Ce qui est certainement beaucoup plus violent à écouter que si j'avais vu son corps. Oui. Mais quand vous dites... Et là, il y a une puissance d'image qui est époustouflante et qui est même à la limite intolérable. Ce n'est pas simplement que la chirurgie est allée sur les seins et sur l'utérus, c'est pas simplement la description, c'est quelque chose qui est rapporté par la personne qui l'a subi. Oui. Ça sort peut-être du sujet. Non, mais... Freud n'a donc pas, à mon avis, élaboré une théorie de l'image parce qu'il a tout fait pour montrer au fond que les images, mettons du rêve, doivent être décomposées, doivent se défaire, n'est-ce pas? Je repense à cette phrase « L'hystérie est une œuvre d'art déformée ». De Freud. De Freud, oui. Et les images doivent se défaire. On ne pourrait pas interpréter comme Jung le fait le symbolisme de l'image. Mais il y a beaucoup de choses sans doute qui sont à dire, puisque ce symbolisme, les images ne sont pas interprétables directement, bien que le rêve est une production hypocondriaque, comme dit Aristote, etc. Et le rêve ne cesse de parler à ce titre du masculin et du féminin. Et donc j'ai laissé en route ma pensée, c'est que si on ne peut pas interpréter directement les images d'un rêve, ce que Freud, à mon avis, n'a pas pris en compte, c'était la formation des images chez l'analyste. Ce qui est une grande question, parce que non pas que la pensée soit une pensée par image, mais il y a des images qui se forment, qui se transforment constamment. Oui, bien sûr, oui. Je m'arrête là parce que je ne sais pas du tout si on peut aller... Je réfléchis par rapport à l'exposition, un peu à ce que vous avez dit au départ, par rapport à vos réactions.
si on essayait d'imaginer une théorie psychanalytique de l'image, quelle sera notre confrontation avec ce cursus de l'exposition? C'est peut-être trop d'imaginer que vous dites, voilà, je ferai une théorie d'image comme celle-ci, mais quelle serait une tentative de théorisation psychanalytique de l'image qui nous permettrait d'aborder une collection comme celle-là? Ah, c'est une très bonne question que vous posez. Oh oui. C'est une très bonne question. Une remarque simplement, parce que je ne sais pas si je peux aller très loin avec votre question à l'instant. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, est-ce qu'on ne peut pas dire que les images que produit l'exposition sont des images, enfin, ce sont des images qui portent dans leur latence la mise en œuvre du sexuel. La mise en œuvre du sexuel. D'accord. Donc, l'image représente telle ou telle scène sexuelle, mais ce à quoi l'exposition nous invite, et le texte de Régis Michel. oui. Ouais. Le texte de Régis soutient ce mouvement, c'est comment ensuite produire de là une lecture qui est une lecture décryptante, enfin, hein, une lecture qui donne du texte, qui donne le texte sous-jacent à l'image. Et c'est ce texte sous-jacent qui convoque des expressions de la violence sexuelle. Et du point de vue psychanalytique, je pourrais me dire, par exemple, quelqu'un que j'écoute et qui est allé voir, quelqu'un que j'écoute en tant qu'analyste et qui est allé voir l'exposition, je pense à un homme d'ailleurs, qui a dit avoir vu l'exposition, et qui s'est arrêté devant les Greuses. Oui. Et il parle de ce qui est là dans sa tête au moment où il retrouve quelques-unes de ces images de Greuze. Il parle avec vous donc? Oui, il parle. Il est dans la séance, n'est-ce pas? Et il me dit qu'il n'aime pas Greuze et qu'il est resté pourtant fixé devant les dessins de Greuze. Et il fait état d'une violence oculaire qui se traduit chez lui par le fait de ne pas pouvoir voir de quoi il C'est-à-dire?
il ne voit pas, il ne peut pas voir la scène, les scènes représentées. Il sait que c'est violent, il est arrêté devant ces dessins, et il ne peut pas voir ce qui serait sexuel. Donc le régime du dessin dans la vision, vraisemblablement les dessins de Greuze, alors qu'ils ne sont pas ce qu'on pourrait appeler les plus violents. Les dessins de Greuze produisent quelque chose dans la vision, et c'est la vision ensuite qui va rencontrer la violence. Sans pour autant, et la violence sous cette forme du non représentable. Je sais vous qui c'est mieux ou est Greuze. Mais est-ce que chez quelqu'un comme Greuze, la participation de la violence n'est pas justement la plus cachée, la plus peut-être une des formes les plus importantes de la violence, parce que la plus dissimulée, la plus dissimulée par son contraire, qui serait la sérénité ou l'apparence de sérénité. C'est-à-dire que, par exemple, hier, il y avait quelqu'un avec qui on a parlé, qui nous racontait qu'elle trouvait justement que chez Greuze, il y avait quelque chose d'extrêmement violent, qu'il avait vraiment, très frappé. C'est qu'on avait l'impression que, par exemple, dans cette représentation de la famille, il fallait absolument que le moindre participant de la famille, enfin l'ensemble des participants de la famille, les sœurs, les frères, les tantes, les parents, les enfants, aient une place dans le dessin à laquelle ils étaient tous convoqués avec obligation, nécessité, comme si on avait dit aux enfants « il faut que tu sois là ». Tu n'iras pas jouer dans la cour, il faut être là pour poser, pour le tableau, et pour bien montrer que ce qui fonde la famille est bien là, est bien présent, c'est-à-dire les enfants, ce qui prolonge, ce qui donne du sens à la famille, est bien présent à l'image, en fait bien partie. Et donc il y avait une espèce d'impossibilité d'échapper à ça qu'elle trouvait très très oppressant et fort, quoi, très très inscrit dans le dessin. Que même le fait que Greuze exigeait la participation en contenu de tout le monde qu'il allait peindre comme modèle, que c'est une sorte de continuation de la violence familiale qu'il peignait vis-à-vis de sa propre famille et ses propres enfants. Que lui, il devenait un peu le même père qui maudissait le fils, qui ne voulait pas rester tranquille dans le coin pour poser. Que dans même le processus de créer ces images, il y avait une continuation de cette violence patriarcale qui allait être représentée. C'est ça. Oui, et celui qui ne voit rien, mais qui reste avec ces images, est placé lui-même dans cette position où il lui est assigné une place avec l'impossibilité des identifications. Oui. Toutes les identifications sont là. Donc, il n'y a pas de figure qui puisse porter à une identification. Oui. Est-ce que vous ne parliez pas de ça tout à l'heure quand vous disiez la violence, c'est l'absence d'œuvre ou l'absence de l'absence de langage. L'absence de langage, oui. Oui. Est-ce qu'on ne revient pas à l'absence ça? De fantasme, l'absence de langage.
Oui, oui. Oui, c'est une zone, c'est une zone sourde, blanche, la violence. Oui. Hein? Alors, comment cette zone qui détruit jusqu'au sexuel exemplifierait en quelque sorte la violence du sexuel. Exemplifierait, c'est-à-dire C'est-à-dire faudrait que chez Greuze, j'ai pas revu, mais faudrait que chez Greuze, l'assignation des places pour le tableau, qui reproduit en quelque sorte l'assignation des places par la famille, Oui. représente une maîtrise du sexuel. Oui. Oui. Le sexuel ne sera pas représenté comme tel par des allusions, et pourtant tout est là. C'est-à-dire, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure de Mule, peut-être que ça serait un rapport. Oui, oui, oui. Le sexuel, enfin, la famille, c'est un produit du sexuel qui maîtrise le sexuel. Qui maîtrise le sexuel, oui. Et qui ressortirait à ce moment-là par les tableaux de Greuze. La violence sexuelle, peut-être, c'est Greuze. C'est plus Greuze plus que Degas, peut-être. Oh, les deux. Mais à la limite, le lieu de la sexualité par rapport aux Greuze, au moins aux images de Greuze de la famille, le fils maudit, le fils puni, à la différence de l'image de la charité romaine qui est plus évident quand même comme image de la sexualité. Mais dans les images de la famille, à la limite, la sexualité est toujours ailleurs comme un fantasme non dit de ce qui aurait été maudit chez le fils. Oui. Qu'est-ce que le fils, il aurait bien pu faire que le père le maudit à ce point-là? C'est ça. Est-ce que ça ne peut être que sexuel? C'est ça. L'inceste, c'est l'inceste. C'est l'inceste au sens où le fils est maudit. On peut dire parce qu'il est le produit de l'inceste. Parce qu'il peut toujours être celui qui commettra l'inceste. Oui. Mais à la limite... Parce que dans le catalogue, Régis Michel dit parce qu'il échappe à la mainmise patriarcale du... Oui. Et aussi pour cette raison, oui. Oui. Il s'en affranchit. Mais je dirais que la force de cette violence, c'est pas dans ce que le fils aurait bien pu faire, Non. c'est peut-être beaucoup plus dans ce que le père aurait pu s'imaginer. Oui. Le fantasme qui devient quelque part foldingue et violente et qui aurait eu besoin d'aller plus loin que ce qui aurait pu être la réalité de ce que le fils aurait pu fantasmer ou faire, c'est celui du père. C'est ça. C'est ça. Et on regarde ces images, quoi, très souvent. Mais j'ai lu quand même la critique du salon, l'époque Diderot et des trucs un peu du 19e qui en parlent. Mais on fait beaucoup de projections sur ce que le fils a fait pour mériter la punition de son père, mais on ne réfléchit pas à ce que le père fantasmait comme fou pour aller jusque-là, pour maudire son fils jusque-là.
on est beaucoup plus près, c'est comme si on prend le part de ce père représenté comme fou, en imaginant l'acte potentiel du fils au lieu du fantasme qui ne pouvait que dépasser une réalité du père. C'est ça. C'est ça, mais on touche là à la folie du père. Oui. Bien sûr. Ce qui est une chose qu'on admettrait que peut-être depuis les années 60. Je crois qu'on aura du mal à trouver la moindre discussion Mise sur en Greuze cause oui. qui précède les années 60 de ce siècle, qui mettrait en cause même la moindre petit peu. La place du père. Bien sûr. Évidemment, là, je parle sans connaître en profondeur les critiques de 2 siècles de Greuze, mais on peut très bien savoir que c'est vraiment très récent qu'on met en cause le pouvoir du père dans la famille, même si chez Freud, il y a déjà une énorme équivoque autour de ça. Une énorme ambiguïté. Oui. Freud tombe souvent sur le côté du père. Il prend sa part. Même si dans la plupart de ses écrits, il y a une énorme ambiguïté. Peut-être je me trompe, mais... non, vous ne vous trompez pas. Mais là, il faudrait presque revoir les choses comme... au fond, le père chez Freud, il est éminemment menacé par la mélancolie. Il peut s'effondrer. Il peut s'effondrer. Et puisque ça tient à si peu, on pourrait dire l'intégrité du père tient à très peu de choses. Et à tout instant, il peut s'effondrer. Ce qui fait que la problématique freudienne, qui est du côté des fils, la problématique freudienne fait apparaître chez les fils la menace constante qui porte sur le père. Meurtre du père, oui, n'est-ce pas? Mais meurtre du père veut dire aussi le père peut se suicider, le père peut sombrer dans la mélancolie. Et je crois que c'est une des dimensions qui... quand Freud pense à la mort de son père, que lui, le fils, aurait dû mourir à sa place, Oui. et qu'il commence à édifier à ce moment-là ce mausolée que va devenir son bureau, qui est le mausolée de Freud, on peut dire dont on a fait le mausolée de Freud, son cabinet de consultation, mais qui est le mausolée que Freud a construit pour être dans la mort, qui est celle du père qui est mort à sa place. Et ça, c'est considérable. C'est considérable même pour dire la place du patient dans le cadre analytique freudien. Oui. Les statuettes étant des statuettes qui sont là, absolument nécessaires, absolument vitales, dans le tombeau, pour on pourrait dire que chaque fantasme soit susceptible d'appartenir à l'histoire de l'humanité.
c'est régulateur, les statuettes. Elles sont là, n'est-ce pas, pour raconter une histoire qui n'est pas simplement l'histoire violente que le sujet raconte. C'est l'histoire violente que le sujet raconte, mais c'est l'histoire qui entre dans le mythe. La mythologie, comme la linguistique chez Freud, ce sont les superviseurs de Freud. Oui. À la place de la sexualité dans ce mausolée? Et la place de la sexualité dans ce mausolée, alors, précisément, je crois que on revient sur la question de la sexualité féminine, la sexualité de la femme, qui est présente, certes, par les femmes qui viennent parler, mais qui ne peut pas être présente, puisque c'est une affaire de sexualité, d'homosexualité entre le père et le fils. Elle est présente, bien sûr. Il faut qu'il y ait de la femme. Mais quand on voit la place de la sexualité féminine telle que Fliss, au début, l'oto-rhino-laryngo gynécologue, si je puis dire, n'est-ce pas, tout ce qu'il fait sur les rythmes, les périodicités, etc., en essayant de penser le sexuel féminin. Et qu'est-ce que ça devient chez Freud? Ça devient la biologie. Mais la chose là qui est si puissante à mon avis et qui est c'est dans l'œuvre de Freud, je crois, cette lutte des hommes, pour reprendre cette lutte et les, n'est-ce pas, en un certain sens, par son pénis, l'homme a une prise sur la femme, en la pénétrant. Oui. Les hommes, entre eux, n'ont pas cette prise, sauf à avoir la magnification du rapport musculaire d'une lutte, qui est une lutte à la fois complètement homosexuelle, mais qui est aussi, de ce point de vue-là, une lutte destructrice. Lisez le Moïse, n'est-ce pas, la fin de Freud, n'est-ce pas, l'homme Moïse et la religion monothéiste, cette difficulté qu'il a à ériger ce Moïse, il s'y reprend tant de fois, n'est-ce pas, pour ériger ce Moïse, dont le socle reste un socle d'argile. C'est vraiment une très très grande vulnérabilité du père. n'est-ce pas. Alors, justement, dans la culture, je pense, dans la culture, lorsque Lacan pose le problème du père symbolique, de la loi du père, etc., tout ça est un moment culturel bien tardif. n'est-ce pas. Parce que je crois que à partir du moment où on pose le problème de l'amour du fils pour le père, n'est-ce pas, une violence inouïe existe dans cette affaire. Et une violence inouïe, au fond, que le mythe du meurtre du père approche. Ce mythe approche cette violence au prétexte, en quelque sorte, que le père possède toutes les femmes, que le père primitif, n'est-ce pas, possède toutes les femmes. C'est-à-dire que le père primitif a capté toutes les sexualités des femmes. Elles vont vers lui. Donc les fils seraient censés délivrer
la sexualité de la femme. Des femmes, oui. Les fils seraient censés délivrer la sexualité de la femme de la primitivité Oui. du père. Mais est-ce que le père peut tenir? Est-ce qu'il peut tenir? Est-ce qu'il peut représenter ce que Freud dit parce qu'il indique dans Totem et Tabou, mais qu'il indique plus nettement dans L'homme Moïse, c'est-à-dire ce fameux idéal des Fortschritte in der Geistige, je crois, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Des progrès dans ce qui est spirituel, n'est-ce pas? L'écriture, la parole, le langage, etc. Où là où il n'y a pas de traces sensibles que le père aurait de sa paternité. Et où les enfants, alors que le maternel porterait les traces, le père, on ne sait jamais si c'est le père. Ça, considérable, ça. Mais il reprend la question ici de la sexualité de la femme. Il reprend la question de la sexualité de la femme parce que peut-être est-ce un grand facteur d'aliénation dans la culture que la sexualité de la femme reste emprisonnée dans le père primitif.